Bonjour Colline, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Bonjour Thibaut. Donc je m'appelle Colline, je suis doctorante en dernière année à l'INRA au sein de l'UMR SPO, Sciences pour l'œnologie. Je fais une thèse sur le thème de la typicité des vins en analyse sensorielle, mais on en reparlera. Et avant ça, j'ai fait une école d'ingénieur, AgroSup Dijon, spécialité agroalimentaire. Et je me suis spécialisée en dernière année en œnologie puisque j'ai passé mon DNO ici à Montpellier Supagro. J'ai travaillé ensuite pendant 1 an et demi, 2 ans en Champagne, dans une grande maison de Champagne. Et ensuite, j'ai démarré ma thèse donc en octobre 2017. Donc avant de faire ta thèse, tu as travaillé en entreprise pendant 2 ans. Qu'est-ce qui t'a fait en fait revenir au monde des études et faire une thèse? Qu'est-ce qui t'a motivé? Le sujet. D'accord. J'ai reçu un mail avec cette proposition, enfin cette ouverture de thèse sur le réseau des anciens de Supagro en DNO. Donc c'était une thèse qui était proposée par mes anciens professeurs. Et le sujet faisait écho à des choses à des questions que je me posais depuis que j'avais 8-10 ans et que j'avais commencé à comprendre le monde du vin et à rentrer dedans de par mon père qui était passionné. Et en rencontrant des viticulteurs quand j'étais petite, j'ai compris que les histoires de terroir, etc. avaient un impact sur le vin, que je goûtais pas encore à l'époque, mais je comprenais que c'était important. Et je trouvais ça un peu magique. C'est, on va dire, un mystère que j'ai voulu commencer à soulever avec mes études d'œnologie. Et je trouvais que le sujet me permettait encore d'aller plus dans les réponses sur cette question-là. Et du coup, je me suis dit, j'aurai jamais plus d'occasion de faire ce genre de projet. Donc, allons-y. J'avais pas spécialement pour idée de faire une thèse dans mon parcours. C'était vraiment pas mon truc. Moi, je m'étais dit, c'est bon, j'ai fini mes 6 ans d'études, on va passer à autre chose. Et en fait, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, non, ça, je peux pas le laisser passer. Et d'ailleurs, tous mes professeurs et mes anciens camarades de classe m'avaient renvoyé le mail en individuel en me disant, on sait pas si tu l'as vu, mais si tu l'as pas vu, il faut que tu y ailles, elle est pour toi. Donc voilà, ça a fini par me convaincre. D'accord. Et c'était quoi alors ce sujet? Alors le sujet, l'intitulé que j'ai reçu, c'était l'impact du terroir dans la typicité sensorielle des vins en fonction de leur appellation d'origine. Le titre s'est un peu modifié depuis, mais globalement c'était vraiment comprendre comment est-ce qu'un terroir qu'on reconnaît par une appellation va impacter ce vin et est-ce qu'il l'impacte vraiment et est-ce que selon deux appellations voisines on a vraiment des choses différentes. En plus, ça abordait les aspects analyse sensorielle, qui sont ma spécialité depuis mon parcours agroalimentaire. Donc, je trouvais ça absolument génial de pouvoir faire ça. D'accord. Donc l'idée c'est dans le goût du vin, comment le goût du vin est impacté par le terroir. Et le goût du vin, tu disais analyse sensorielle, mais c'est quoi l'analyse sensorielle? Comment ça marche? Alors, l'analyse sensorielle, c'est une science, pour tous ceux qui n'en seraient pas convaincus. Et ça consiste à utiliser comme outil de mesure des êtres humains pour déguster des produits et nous permettre soit de dire si des produits ont une différence sensorielle, soit de caractériser les produits en eux-mêmes, c'est-à-dire de les décrire. Donc en fait, au lieu d'utiliser une machine qui va nous calculer une température, un pH ou une quantité d'une certaine molécule, on utilise un panel d'êtres humains pour nous donner l'intensité d'une perception, d'un arôme ou d'une saveur, la sucrosité ou d'une sensation comme l'astringence. En fait, ce panel-là, moi, il me sert à décrire les vins que j'étudie selon les appellations que j'ai dans mon travail. Et on voulait aussi adapter certaines méthodologies à des professionnels. Et là, c'est plus compliqué puisque un panel, on l'entraîne, on le récupère pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, ils viennent plusieurs fois. Nous, c'est 2-3 fois par semaine. Et on les entraîne quasiment quotidiennement à déguster des produits avant de passer à la notation finale qui nous donne les résultats. Un panel de professionnels, on ne peut pas faire ça. Déjà, ça leur prend du temps, on est très content quand ils viennent, on les remercie beaucoup, beaucoup. Donc quand ils arrivent à nous donner 2 heures de leur temps, c'est déjà énorme. Donc il fallait trouver une façon d'adapter les méthodologies qu'on connaît pour réussir à mesurer le concept de typicité dans des vins tout en ayant un panel fiable. Et c'était ça le défi en fait, du projet. Alors, avant de parler de la typicité du vin, j'aimerais revenir un peu sur cette notion d'entraînement d'un jury. Donc ça consiste en quoi entraîner un jury? Vous les entraînez à faire quoi? Alors on les entraîne à avoir les 3 caractéristiques qui font un bon jury. Être discriminant, c'est-à-dire être capable en dégustant des produits de les différencier. Être consensuel, c'est-à-dire que chaque personne individuellement note comme la moyenne du panel. Et être répétable, c'est-à-dire que si je te fais goûter un produit et que je te le refais goûter 3 jours après, normalement tu me retrouves à peu près les mêmes choses.
Ça consiste en plein d'exercices différents qui ne sont pas trop décrits par la littérature d'ailleurs. Donc c'est un peu à l'imagination du panel leader, donc celui qui entraîne le jury. Nous par exemple, on commence par leur faire déguster les produits sur lesquels on va travailler et on leur demande de nous donner les descripteurs qui permettent de différencier les produits. Par exemple, deux vins, le descripteur vin, il ne m'intéresse pas. Par contre, si j'en ai un qui sent la fraise et l'autre qui sent la banane, les descripteurs fraise et banane, ils m'intéressent parce qu'ils permettent de séparer mes produits. Une fois qu'ils m'ont dit ça, on va les entraîner à reconnaître ces arômes-là dans le vin. Donc typiquement, on va leur faire sentir de la fraise, on va leur faire sentir de la banane, pour que tout le monde ait dans la tête la même idée de la fraise et la même idée de la banane. Donc ça, c'est le consensus. Et ensuite, on retourne aux produits et on leur demande de nous dire si y en a un qui a plus d'arômes de fraise et l'autre qui a plus d'arômes de banane. Donc ça, c'est la discrimination, réussir à faire la différence entre les deux. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a plein de formes d'entraînement possibles et à la fin, on a des tests statistiques qui nous permettent de dire si notre panel était bien discriminant, répétable et consensuel sur les descripteurs qu'on a travaillés. D'accord. Et donc tout cet entraînement, tu disais que tu ne pouvais pas le faire avec les professionnels. Donc je suppose que quand tu dis professionnel, tu parles d'œnologues, de vignerons. Et donc comment tu faisais toi pour travailler avec ces gens-là ? Avec ces gens-là, on a plutôt travaillé par la discussion et les concepts. Jusque-là, dans nos métiers, dans le vin notamment, on considérait que les experts, ils étaient experts. Donc ils n'avaient pas besoin d'entraînement et notamment que, par exemple, l'arôme de fraise, tout le monde savait ce que c'était, donc on n'avait pas besoin d'en discuter. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en discutant avec eux, c'est-à-dire qu'en les mettant autour d'une table et en leur demandant de se mettre d'accord sur les descripteurs qu'on allait utiliser, ça permettait déjà d'améliorer juste le consensus. Puisque, par exemple, en œnologie, on a un super terme qui s'appelle l'équilibre, que tout le monde utilise, mais derrière lequel tout le monde met des choses différentes. Donc ça peut être sucrosité-acidité, mais il y a aussi l'astringence, ah oui, mais il y a aussi la fraîcheur. Donc en fait, on leur demandait de décrire individuellement ce que ça voulait dire pour eux et de réussir à se mettre d'accord sur une définition qu'ils allaient utiliser juste après en dégustation. Donc du coup, ça prenait un peu plus de temps qu'une dégustation classique, mais beaucoup moins de temps qu'un entraînement d'un panel entraîné comme là, je l'ai décrit avant. Ça peut prendre entre 2 heures et 2 heures et demie selon le nombre de personnes. Et on s'est rendu compte que ça leur permettait de, en tout cas, être plus consensuels sur leur façon de déguster ensuite. Donc pour nous, ça nous amène des résultats plus robustes. D'accord. Et ça, tu les faisais avec différents groupes de vignerons qui sont choisis comment ? C'est par géographie, c'est par appellation ? Comment vous avez déterminé ces petits groupes de vignerons ? Alors dans ma thèse, on a commencé par travailler sur 7 appellations. Et très simplement, on a envoyé le projet au syndicat, on leur a dit voilà ce qu'on a envie de faire, on a besoin d'appellations, de vins et de personnes pour participer. Donc la première chose, c'était qu'ils aient envie de participer. Comme ça, on a sélectionné 7 appellations en faisant attention à ce que, par exemple, les sols, les localisations parmi le Languedoc et le climat montrent des différences pour qu'on puisse vraiment parler de typicité et pas juste d'aspects techniques qui modifient la sensorialité du vin. Ensuite, moi, j'ai harcelé absolument tous les vignerons du Languedoc en leur disant « je fais une dégustation, tel jour, à tel endroit », donc on se déplace. On emmène nos 500 verres, nos 17 bouteilles, nos 4000 gobelets et nos 10 bouteilles d'eau. Et on trouve une date et on appelle absolument tous les vignerons pour leur dire ce qu'on fait, leur expliquer les tenants et aboutissants du projet et leur demander s'ils seraient intéressés pour participer. À chaque fois, on avait à peu près une dizaine de personnes. Donc en fait, on n'a pas sélectionné nos vignerons ni nos appellations, hormis les critères que j'ai donnés tout à l'heure, puisque c'est déjà compliqué d'avoir un vigneron pendant toute une matinée. Le temps justement de discuter puis de déguster, ça fait à peu près 3-4 heures. Donc c'était déjà compliqué de réussir à obtenir leur participation. On n'allait pas en plus mettre des critères. Donc c'était très très ouvert. Et globalement, on avait des vignerons assez expérimentés. On pouvait avoir quelques œnologues aussi qui travaillaient dans la région, donc qui connaissaient bien le produit. Souvent, on avait les animateurs des syndicats d'appellation, ce qui était très important pour la motivation du groupe aussi, de montrer que politiquement, ça avait un intérêt.
Voilà, ça se limitait à peu près à ça. D'accord. Comme tu disais, voilà, il y a montrer l'intérêt politique, c'est des volontaires, tout ça. Et alors globalement, toi, à chaque fois que tu appelais tous ces vignerons de tout le Languedoc, est-ce que globalement, ils étaient plutôt très positifs sur cette démarche, dubitatifs? Est-ce que, par exemple, ils disaient « Ah, c'est super, mais j'ai pas le temps ». À quel point ils sont difficiles à convaincre ou à quel point, en fait, ça va facilement? Du coup, là, on va venir au terme typicité, qui fait peur, puisque il y a quelques années, il y a eu une volonté dans la politique des appellations de limiter cette typicité à une gentille case dans laquelle on rentre ou pas. Et du coup, si tu rentres pas, tu n'as pas l'agrément. Ce qui, économiquement, pour un vigneron, est compliqué. D'accord. Du coup, je me suis confrontée à certaines personnes qui étaient qui avaient vécu ça, soit en tant que vigneron, soit même en tant que président d'appellation, pour qui c'était vraiment très critique comme terme et qui, du coup, avaient peur de rentrer là-dedans et qui ne voulaient pas en entendre parler. J'ai eu des gens qui me disaient de toute façon votre projet c'est nul, moi j'y crois pas, c'est de la merde, concrètement. D'accord. Dans ces cas-là, je prenais le temps de discuter avec ces gens-là pour essayer de comprendre aussi d'où ça venait pour mieux m'adresser aux vignerons après. La majorité du temps, j'arrive à les convaincre dont tout allait bien, mais il y a toujours des gens qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et après, pour la majorité des vignerons, c'était souvent oui, c'est très intéressant, mais j'ai pas le temps. D'accord. Donc il fallait, c'est pour ça notamment qu'on s'est déplacé, qu'on a essayé de trouver une date plutôt en janvier-février quand les vignerons sont disponibles, qu'on faisait ça le matin pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent travailler avant dans les vignes et puis après dans les vignes encore s'il y avait besoin. Mais la première année a été difficile parce que c'était nouveau, donc les gens n'avaient pas entendu beaucoup parler du projet, les syndicats n'étaient pas encore très impliqués et en fait il a fallu vraiment mettre la locomotive en route, donc toute la première année a été dédiée à ça. Une fois que les syndicats avaient compris l'intérêt, c'était déjà beaucoup plus facile. Et puis quand vous rappelez les gens pour la deuxième fois et qu'ils ont déjà entendu parler du projet, voire qu'ils ont déjà participé l'année d'avant, c'est un peu plus simple. Mais il y avait beaucoup de gens pour qui, effectivement, le facteur limitant, c'était le temps et qui ne pouvaient pas participer. D'accord. Et donc, la typicité, est-ce que tu as réussi à déterminer des trucs, des caractères assez dans les différentes appellations qui les caractérisent propres? Est-ce que vous avez vraiment trouvé des trucs spécifiques? Ouais, on arrive à trouver des trucs spécifiques. La première chose qu'on a étudiée en dehors du vin, c'est déjà la typicité de l'appellation. C'est-à-dire, alors je vais me permettre de ne pas donner de nom parce que je n'ai pas encore l'autorisation des appellations de délivrer les résultats, mais par exemple, j'ai une appellation qui est proche de la mer, donc effectivement, pour eux, ça rentre dans leur typicité, ce qui n'est pas le cas d'une appellation qui va être plus proche, qui va être plus à l'intérieur des terres. Ça a à la fois un impact sur leur quotidien parce que c'est ce qu'ils vivent. Et puis, dans la typicité, on a aussi une volonté de s'adresser aux œnotourismes. Donc, ça va être le fait de venir proche de la mer et d'avoir un vignoble. Mais ça a aussi des impacts sur leur vinification, leur viticulture et les caractéristiques des vins. Donc déjà, d'un point de vue juste histoire, géographie, climat, etc., on arrive à déterminer des choses qui les différencient bien. C'était une première chose intéressante. Et ensuite, dans le vin, oui, entre les dégustations par mon panel de professionnels et par mon panel entraîné, on arrive à déterminer des caractéristiques. Et en plus, on arrive à voir que mon panel de professionnels et mon panel entraîné sont relativement d'accord. D'accord. C'était un gros défi quand même, on n'était pas sûr d'y arriver. Donc oui, on arrive à voir des choses. Et j'espère que les appellations s'en saisiront pour pouvoir communiquer dessus, parce que c'était quand même le but de pourquoi ils se sont impliqués dans ce travail-là. Oui, le but, en fait, ça va leur donner un vocabulaire commun qui est une façon de décrire leurs produits qui est commun à l'ensemble d'une appellation. C'est ça. C'était une façon de, déjà dans un premier temps, de savoir à un instant T à peu près où on en est, en ayant une participation plus ou moins forte selon les appellations. Donc il y aura toujours quelqu'un qui dira moi j'ai pas participé et je suis pas d'accord. Bon, ça après c'est à eux de le gérer en interne. Mais après, il y a aussi l'aspect du développement méthodologique, puisque au-delà de trouver les caractéristiques typiques de cette appellation, moi, mon apport à la science, c'est une méthodologie auprès des professionnels et avec un panel entraîné pour pouvoir parler de typicité. Donc, ça leur a montré qu'on avait des façons de faire, qu'on pouvait leur apporter des nouvelles méthodologies pour se mettre d'accord. Le fait de discuter ensemble des descripteurs de dégustation, par exemple, ils le font jamais. Et ils se sont rendus compte, je reprends mon fameux exemple d'équilibre, qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils n'en avaient jamais discuté, parce que pour eux c'était évident que leur définition était la bonne, donc que le voisin avait la même. Et du coup ça leur a montré qu'il y avait des petites choses à faire qui peuvent être très simples,
Et j'espère en tout cas, c'est le but, que c'est des choses qu'ils pourront remettre en place dans le temps. Parce que dans le Languedoc, comme dans la viticulture en France, on est face à plein de défis. Changement climatique, la limitation des intrants, etc. Et donc, c'est le genre de méthodes qui pourront peut-être utiliser dans l'avenir pour se poser d'autres questions que la typicité. Et toi, dans ta thèse, tu t'es limité aux appellations du Languedoc. Ouais. Et est-ce que cette méthodologie, ce travail, il est en train d'être discuté dans les autres appellations, par exemple dans le Bordeaux, à Dijon, des choses comme ça? On a vu le même appel d'offres. Effectivement, alors à la base, il y a eu un travail déjà qui a été fait. Il y a eu 2 travaux qui ont été faits à Angers, dans la Loire, sur des appellations. Donc c'est des travaux qui datent d'une dizaine d'années à peu près, où c'était pas sur autant d'appellations, c'était sur 2 appellations, et ils ont eu du mal à voir des vraies différences, on va dire. Mais il y a eu déjà des travaux méthodologiques qui ont été faits avant moi, donc moi je me suis inspirée de ça pour essayer d'apporter des nouvelles choses. Récemment, je sais qu'il y a une autre appellation dans la région d'Angers qui a mis en place un stage pour essayer de discuter de leur typicité et de mettre en place des choses aussi, et qui veulent continuer. On a été en collaboration à un moment, donc je sais qu'il y a des choses qui vont se dessiner par là. Effectivement, Bordeaux a lancé un appel à projet pour discuter de... Alors eux, c'est plus les attentes consommateurs, et quelle est la définition de notre produit par rapport à ces attentes-là et comment on le fait évoluer. Donc c'est un peu différent, mais on peut retrouver des méthodologies similaires. Dans les autres régions, j'en ai pas entendu parler. Par contre, je sais qu'à l'international, il y a beaucoup de nouveaux pays producteurs de vin, les États-Unis, toute l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, voire même l'Asie, qui sont en train de plus se poser des questions, elles, sur comment on définit un terroir dans leur pays et à leur échelle. Et du coup, une fois qu'on aura défini le terroir, comment on définit la typicité des vins qui en sont issus. Donc peut-être que dans l'avenir, l'international se posera la question. D'accord. Pour moi, toute cette démarche, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la science participative. Est-ce que tu peux m'en donner ta définition de ça et de voir comment toi tu perçois la science participative par rapport à ce qu'on va appeler la science classique? Alors j'aurais aimé pouvoir dire que c'est de la vraie science participative, malheureusement c'en est pas, puisque le projet a été construit par des chercheurs et a été un jour livré à des producteurs en leur disant « Venez, on va faire ça, ça va être bien ». La vraie science participative, c'est plus en tant que chercheur de se rapprocher d'une filière ou d'un groupement de consommateurs par exemple, avec une idée déjà peut-être un peu en tête, mais en leur disant actuellement quelles sont les questions que vous vous posez et est-ce que moi il y a des choses que je peux vous apporter. En fait, dans la science participative, on parle de co-construction dès le départ du projet, ce qui permet de ne pas, ou en tout cas de moins avoir ces problèmes de participation justement que moi j'ai pu rencontrer. Puisque les gens sont impliqués dès le départ, et donc on s'attache à une de leurs questions, ou à 2, 3 de leurs questions. Nous, en tant que chercheurs, on va apporter de la bibliographie, de la méthodologie, éventuellement du traitement de résultats aussi sur certaines filières, et on va pouvoir aider à répondre à leurs questions, tout en nous, en tant que chercheurs, améliorer des aspects plutôt méthodologiques ou une connaissance d'une filière ou d'un point précis d'une filière. Donc pour moi, la base de la démarche participative, c'est vraiment de faire ça dès le départ et pas de vouloir impliquer des consommateurs ou une filière une fois que le projet il est déjà défini. Et puis, c'est de pouvoir continuer à faire vivre ça. Pour moi, un projet participatif, c'est un projet qui va durer sur du plutôt long terme, puisque souvent, on met en place des réunions, ou que ce soit des réunions de travail ou des réunions qui visent à avoir des résultats. Généralement, on vise à ce que ces réunions elles soient plutôt itératives. Par exemple, sur un questionnement comme le mien, on aurait pu co-créer avec des producteurs, impliquer des consommateurs locaux et du coup faire des réunions et des dégustations avec mes producteurs, faire des réunions et des dégustations avec des consommateurs, ramener les résultats des consommateurs aux professionnels en même temps que les leurs, leur dire voilà où on en est aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça vous convient, est-ce que vous pensez que la vision du consommateur elle est trop éloignée de la vôtre, est-ce que vous pensez qu'ils ont pensé à des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et que vous n'avez pas évoqué précédemment, et du coup est-ce qu'on refait un tour ou est-ce qu'on s'arrête là? Et généralement on retrouve ces aspects itératifs dans la science participative puisqu'il y a plusieurs populations qui se parlent, donc on essaye de les amener en fait je pense par un système d'entonnoir, merci, à pas forcément se mettre d'accord, mais en tout cas à arriver à un point de consensus. Et une fois que le chercheur s'en va,
ce projet, que ce soit auprès d'une filière ou des consommateurs, il peut continuer à évoluer, il peut continuer à vivre. En fait, justement, il doit continuer à vivre. Et c'est ce qui me fait très peur dans mon projet. C'est comme on ne l'a pas co-construit avec eux, j'ai peur que s'il n'y a pas d'animateur central qui reste à gérer ça, les appellations s'en saisissent pas autant qu'ils auraient pu le faire. D'accord. Maintenant, j'aimerais parler, au-delà de ton projet de thèse, plus du monde de la recherche. Donc toi, tu as fait de l'analyse sensorielle déjà dans l'entreprise où tu travaillais, et maintenant tu en as fait dans le public, dans l'aspect académique. Pour toi, ça va être quoi la grande différence entre le même travail, mais dans le privé et dans le public ? Là, globalement, je dirais 2 choses. C'est que par rapport à la technicité des choses, pour moi, dans le public, on va aller beaucoup plus loin. Puisque on a beaucoup plus de projets différents qui, du coup, ont des objectifs différents. Donc, nous, on va y adapter la méthodologie. Et en tout cas, là, moi, où j'étais, parce que je pense que dans d'autres entreprises, c'est différent, on avait un aspect beaucoup moins fouillé des aspects statistiques, résultats, etc. Puisqu'on ne répond pas à une question de recherche, mais on répond à un besoin. Donc, on va plus cibler la réponse aux besoins que les aspects scientifiques globaux et fondamentaux. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est plutôt les aspects administratifs, où, comme je l'ai dit, pour faire de l'analyse sensorielle, on a besoin d'un panel. C'est des gens qu'on rémunère, qui ont un contrat, qui sont pour certains chômeurs ou qui ont des emplois à mi-temps ou quoi que ce soit. Donc il y a tout un aspect administratif qui est assez lourd à gérer et qui devient de plus en plus compliqué avec la législation en vigueur mise en place pour les entreprises principalement publiques. Et on est quand même soumis à une certaine lourdeur administrative, il faut le dire. Dans le privé, on a cette capacité, en tout cas, encore une fois, là où moi j'ai travaillé, et une entreprise qui a un propre panel en interne, c'est une entreprise qui a déjà un peu de moyens. Si c'est nécessaire, on va trouver une solution. Dans le public, là, on va être confronté à la question de c'est nécessaire, ah bah oui, mais barrière administrative, bon bah tant pis. Et c'est ça qui pour moi est très frustrant, c'est que on n'a pas la capacité de sortir des moyens là où on voit la nécessité. C'est vrai pour l'analyse sensorielle comme pour plein d'autres choses, j'imagine. Et ça, j'avoue que c'est très frustrant. Oui, quand c'est l'administration qui va déterminer ce que tu fais ou tu fais pas. Exactement. Surtout quand tu es chercheur, je considère que... Enfin, pour moi, l'administration devrait être là en soutien de notre recherche pour nous aider à trouver des solutions, etc. Et j'ai beaucoup plus ressenti cet aspect-là en travaillant dans le privé, d'avoir une administration qui est là pour t'accompagner et pour t'aider, que, au contraire, une administration qui est là pour te bloquer et te mettre des barrières. De même, dans la thèse que tu décris, elle a une particularité, c'est que tu vas passer ton temps à te déplacer à droite, à gauche, tout ça. Donc, tu ne vas pas être dans un laboratoire précis. Et donc, tout ça, ça doit avoir un impact quand même sur l'encadrement, sur l'isolement, enfin, partager tes résultats, poser des questions. Comment, toi, ça, tu l'as vécu ? C'est quelque chose qui, pour toi, correspondait à ton caractère, à ton indépendance, ou ça a été difficile à vivre ? Ça a été plutôt un point positif dans mon acceptation de la thèse. C'était cette idée de faire beaucoup de terrain. Faut pas oublier qu'à la base, je suis ingénieure, donc je suis pas une bonne chercheuse, je rentre pas dans les critères. Je suis un esprit, mais je suis aussi un outil. Je suis un outil qui pense, comme on dit, et du coup, j'aimais bien cet aspect d'aller déjà à la rencontre d'humains, parce que pour moi, la typicité et une appellation de vin en général, c'est ok, un climat, mais c'est aussi des hommes. Donc c'était très important d'aller les voir, et je trouvais ça, pour moi, c'était vraiment un gros aspect positif. Après, c'est sûr que c'est usant. C'est 3 semaines de dégustation avec donc nos 7 appellations où tu te lèves à 6h du mat, tu rentres à 23h, faut traiter les résultats dans la foulée, faut faire la préparation, le nettoyage. C'est usant. Tu passes ton temps sur les routes, t'arrives, t'es censé avoir 15 personnes, il y en a 5. Déjà, t'es dégoûté, tu sais que t'auras pas de résultat, et en plus, tu te fais engueuler par les 5 personnes parce que franchement, tu leur prends du temps et c'est inadmissible de les faire déplacer pour ça. Tu respires. Donc ça, c'est assez frustrant, mais on en revient à l'aspect de la recherche participative. On ne peut pas demander à des humains de répondre à des questions sans avoir les aléas de la vie humaine, donc ça fait partie du truc. Et moi, je trouvais ça très intéressant.
Mais en fait, ce que tu dis là, c'est que quand tu te déplaçais, c'était toi qui te déplaçais, c'était pas toi et un encadrant, par exemple. Il n'y avait pas un chercheur qui te suivait à chaque fois et qui pouvait absorber un peu cette charge. Absolument pas. D'accord. Mais je suis dans un cas particulier où mes encadrants n'ont pas absorbé grande charge. D'accord. Donc ça, c'est un peu différent. Une fois, mon directeur est venu avec moi en dégustation pour voir un peu comment ça se passait. Et effectivement, il m'a aidé, hein, j'ai pas de honte à le dire. Mais voilà, ça a été une fois sur les 14 où je me suis déplacée en dégustation. Le reste du temps... Et pourquoi, d'après toi, ils ne se déplaçaient pas avec toi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une habitude, on va dire, de type de recherche classique, où on est dans un labo à un endroit et qu'ils n'ont pas l'habitude de se déplacer? Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils étaient surchargés par d'autres projets pour toi? Qu'est-ce qui a fait pour toi qu'ils t'aient laissé, sauf si c'est une volonté de te laisser cette indépendance ou de te laisser toute seule, ça dépend comment on le voit. On va parler d'indépendance, on va rester positif. Je pense que dans leur cas, à tous les deux, il y en a un qui est vigneron et l'autre qui vinifie quand même dans l'unité expérimentale de pêche rouge. Donc je pense que le déplacement n'est pas quelque chose qui leur posait problème. Quand mon directeur est venu avec moi, il était très content de venir avec moi, donc c'est pas un souci. C'était plus effectivement cette volonté d'indépendance, certainement un manque de temps aussi. Et puis, j'en ressentais pas le besoin. J'ai pas fait appel à... voilà. Il y a eu la fois où Alain est venu avec moi, où effectivement, je lui ai dit, j'ai personne pour m'aider. Et toute seule, je peux pas tout gérer, donc il faut quelqu'un. Où là, il est venu avec plaisir même. Mais sinon, je ressentais pas ce besoin-là d'être encadrée. Donc, je suis partie solo avec ma grosse voiture et mes 250 verres. On en a parlé un peu avant de commencer l'interview, notamment je crois que toi, par exemple, tu voulais revenir sur un sujet qui te touchait, qui était la place des femmes dans la science. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de ça? En plus, j'ai un regard un peu biaisé parce qu'au-delà d'être une femme dans la science, je suis une femme dans la science dans un monde de mecs, donc ça n'aide pas. On a la chance, je pense, on peut commencer par dire ça, qu'à l'UMR SPO, on est certainement globalement moitié-moitié. En tout cas, c'est mon ressenti. J'ai pas l'impression que la place de la femme soit totalement écrasée. On a des femmes qui sont à des hauts postes, donc voilà, je pense qu'on est plutôt bien encadré par rapport à ça. Là où j'ai plus eu de remarques, ou en tout cas de cas un peu désobligeants, c'est l'idée que comme je suis une femme, je suis... Par exemple, on m'a souvent dit comment se passe ton stage. J'ai des directeurs qui souvent m'envoient des mails à propos de mon stage. Ça fait quand même 3 ans que je suis en thèse. Pour un stage d'observation de 3e, ça fait long quand même. Donc ça, c'est des choses qui sont, on va dire, minimes, mais qui peuvent être impactantes quand t'as pas forcément la force de te dire non, je suis à ma place et puis merde, désolée de le dire. Là où j'ai eu des choses qui m'embêtaient un peu plus, c'est quand on m'a plus vu comme un objet que pour mon cerveau. On m'a plus vu pour un corps que pour mon cerveau. Je crois que tu n'étais pas là à ce moment-là quand je suis interviewée dans Pint of Science l'année dernière. Donc c'est une association de vulgarisation qui organise 3 soirées par an. Je suis intervenue pour présenter ma thèse et puis parler un peu des vins du Languedoc avec un collègue de l'AOC Languedoc. Et à la fin de cette petite soirée, on propose des goodies au public qui est venu assister. Donc on fait un petit quiz. Et à la fin, j'avais fait une question ouverte qui était quelle est la définition de la typicité, parce que je trouvais ça rigolo de voir ce que les gens en avaient retenu. Bon, sur 40 personnes, j'ai quand même récupéré une dizaine de numéros de téléphone et des messages très dévalorisants en fait. C'est-à-dire que j'avais passé 2 heures à parler de science et globalement, tout ce qu'on voulait, c'était m'emmener boire un verre pour me ramener chez soi après. Et quand j'ai remarqué qu'en plus, la personne qui avait marqué ce mot était, un homme, hein, clairement, mais un doctorant qui avait mon âge, qui était de ma génération et qui faisait le même métier que moi, ça m'a choquée. Parce que on est normalement à égalité, c'est-à-dire qu'on fait la même chose. On a globalement le même cerveau, même si on ne l'utilise pas pour faire la même science. Mais pour lui, non. J'étais une pièce de viande. Je n'avais pas parlé de science pendant 2 heures. Et ça, je trouve ça assez gênant. Et est-ce que les autres femmes avec qui tu travailles, tout ça, vivent aussi ce genre de choses? Tu as d'autres échos comme ça dans... Ça arrive... je ne sais pas à quel point c'est lié au monde de la science ou au monde du vin, qui est un peu particulier aussi dans lequel on évolue. Mais ça ne va pas forcément être des remarques ou des attitudes extrêmement marquées comme ce que j'ai pu décrire. Mais ça va plus être des petites choses. Par exemple, le fait que quand on vous présente, vous êtes autour d'une table, il y a plein de chercheurs, on présente tout le monde par son prénom et son nom de famille, et puis la femme, on va la présenter par son prénom. Parce que bon, la secrétaire, on la tutoie et on lui fait une petite claque sur les fesses.
J'exagère, mais c'est des choses qui peuvent paraître très anodines, mais qui en fait montrent à quel point on n'est pas considéré au même poids que tout le monde. Et en fait, c'est pas normal, simplement. Ouais. Et quand vous en parlez aux chercheurs masculins, aux doctorants masculins, est-ce qu'ils se disent oui, j'ai vu ça et ça m'a énervé, ils se disent ah ben non, j'ai pas remarqué, ou ils te disent même enfin là, c'est bon, tu fais ton délire, voilà. Comment eux, ils réagissent à ça? C'est très situation et personne dépendante, génération dépendante aussi. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont plus ou moins proches de mon encadrement, qui de temps en temps ont eu des comportements extrêmement misogynes, que j'ai la chance de pouvoir remettre en place parce que c'est dans mon caractère, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des doctorants, donc des gens de ma génération, qui sont plutôt sensibles à ça, soit qui vont faire gaffe en amont, soit quand on va leur faire la réflexion, vont dire « Ah oui, excuse-moi, effectivement », ou « Ah oui, effectivement, c'est un comportement choquant et je cautionne pas ». Ça arrive encore qu'il y ait des gens qui « Oh, mais t'exagères voilà ». Typiquement, ce message désobligeant à la soirée Pint of Science, mon collègue masculin, sa première réflexion, ça a été de dire « Oh bah moi, j'ai pas eu de petit message et j'ai pas eu de numéro de téléphone ». Et en reparlant après, il m'a dit effectivement, j'avais pas vu ça comme une dégradation de ton travail et de ce que tu avais présenté, j'ai vu ça comme une blague. Et je lui dis effectivement, toi, t'aurais écrit ça, comme on se connaît et qu'on est amis, j'aurais pris ça comme une blague. Mais là, comme c'est quelqu'un que je connais pas et qui en plus est censé être mon égal en termes de profession, ça me choque d'autant plus. Et quelques jours après, on a eu l'occasion d'en reparler. Il m'a dit oui, effectivement, je comprends que dans cette situation-là, tu l'aies mal pris. Mais sa première réaction, ça a été c'est de l'humour. Oui. C'est un peu facile de tout prendre à charge d'humour, même si je considère qu'il faut quand même garder l'esprit un peu ouvert et qu'il faille garder un peu d'humour dans tout ça. Donc, on a beau être dans un milieu de la recherche, notamment autour de la biologie, tout ça, où il y a beaucoup de femmes, il y a encore du travail à faire, quoi. Ouais. D'accord. Qui sont plus pour moi des choses... on n'est plus dans des grosses choses, en tout cas dans notre milieu. On n'est plus dans des grosses réflexions ultra misogynes, J'ai plus eu écho de ce genre de comportement et moi je l'ai extrêmement peu vécu. Donc ça arrive encore, mais c'est à la marge. Par contre, c'est plus dans les petites choses où en fait on le remarque même plus parce que ça fait partie de notre quotidien et pourtant ça reste encore insidieux. Donc c'est plus là où il y a encore un peu du boulot à faire à mon sens. D'accord. Maintenant, j'aimerais un peu plus parler de toi. Et donc déjà, j'ai posé une première question. Au-delà de ton travail sur la typicité dans le Languedoc, c'est quoi le meilleur vin du Languedoc pour toi et comment tu le qualifierais? Vaste question. Alors, c'est pas forcément le meilleur vin du Languedoc pour moi. Disons que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Et je sais que si je me pose la question de ce soir, je vais à une soirée ou quoi que ce soit, je vais plutôt aller par là. Alors, je travaille sur les vins rouges et je vais te citer un vin blanc, c'est histoire de faire un peu égalité. Alors, c'est pas un vin en particulier, c'est une appellation, c'est l'appellation Picpoul de Pinet, qui se situe plutôt en bord de mer entre Sète et Narbonne, si je ne dis pas de bêtises, et qui du coup se base sur un cépage unique qui est le Picpoul, qui est donc un vin blanc avec une acidité assez prononcée, une aromatique plutôt minérale, et comme il est fait plutôt au bord de la mer, on a des aspects un peu salins, etc. Moi, c'est un vin que j'aime beaucoup. Et quand, il y a 2 ans, j'ai participé à un salon où il y avait ce qu'on appelle une dégustation verticale d'un Picpoul de Pinet, donc c'est une dégustation sur plusieurs millésimes. Oui. C'est un vin qui est connu, qui est réputé comme étant un vin qui se boit dans les 2-3 ans après sa production. C'est pas un vin reconnu comme étant de garde. Et pourtant, on est remonté jusqu'à 1987. Ah oui. Et c'était, je m'excuse pour l'expression, une putain de tuerie. C'est-à-dire que c'était pas un vin qui était fait pour la garde. C'était pas un vin qui était passé sous bois, mais il avait toujours cette espèce d'acidité et de fraîcheur assez prononcée qui lui permettait d'être gardé du coup. L'aromatique avait beaucoup évolué, on était sur des choses plutôt empyromatiques, du grillé, du toasté, des fruits confits, de l'abricot sec, des choses un peu... c'est vraiment mais incroyable. Et le gars qui faisait la dégustation, qui était le producteur, disait « Moi j'ai retrouvé ça dans ma cave, il m'en reste une palette. Je pensais jamais le vendre, ni jamais le boire, parce que pour moi c'était fini, terminé, ça allait plus être bon. » C'était exceptionnel. Donc tu lui as acheté sa palette? Eh ben non, parce que c'était pas en vente, il a dit non, je les garde, c'est trop bon. Mais limite, j'aurais eu envie d'acheter une palette de Picpoul de Pinet là maintenant et de la garder pendant 30 ans. Je suis pas sûre d'y arriver, mais non, ça c'était incroyable. C'est là où on voit que le vin te passionne en effet. Une autre question un peu plus générale, est-ce que dans ta carrière à la fois professionnelle, dans le monde du privé, dans le public, tout ça, il y a un truc qui te rend fier de toi? Oui.
C'est quand les vignerons commencent par me dire qu'ils y croient pas, que c'est tout pourri, que comment se passe mon stage, enfin voilà, qu'on me voit arriver avec les cheveux verts ou roses, et que on me regarde un peu de travers, et que en sortant du truc, les mecs me disent quand est-ce qu'on peut vous embaucher ? Ouais. Là c'est pari gagné à la fois sur mon travail, mais c'est aussi ma personne, quoi. Donc ça, j'avoue que quand ils me sortent ça, je suis plutôt contente. D'accord, je comprends. Et donc, tu vas repartir dans le privé ou tu vas essayer de continuer dans l'académique alors ? Vaste question. Alors l'académique, non. D'accord. Même si je trouve ça très très intéressant et il en faut, je suis une des premières persuadées à dire qu'il en faut, ça ne correspond pas assez à mon caractère. Ces aspects, justement, on en parlait, la barrière administrative, difficulté de trouver des postes, difficulté de trouver de l'argent pour bosser, c'est un truc ça fait pas partie de moi et de mon ADN. Et j'y arriverai pas, et je pense que je serai pas suffisamment douée et persévérante pour être pertinente dans ces métiers-là. Par contre, dans le privé, oui, clairement, parce que j'aime beaucoup l'aspect, voilà, on a une question, et du coup, je vais essayer d'y répondre. Et justement, les aspects participatifs qu'on a pu évoquer, dans le privé, si tu es dans une entreprise qui valorise un peu ça, il est possible que pour répondre à une question, tu aies besoin, dans le monde du vin, je reste, de quelqu'un qui est à la vigne, de quelqu'un qui est à la cave, de quelqu'un qui va mettre en bouteille, de quelqu'un qui va gérer les aspects plutôt techniques de la mise en bouteille, etc. Et du coup, ça te permet de balayer un peu toute la filière, d'essayer de comprendre à quel moment tu peux jouer sur un rouage ou deux pour essayer d'adapter les choses pour répondre à la problématique. Et ça, je trouve ça vraiment top, en fait, comme façon de travailler. Ça correspond plus à mes envies et à mes capacités aussi. D'accord. Et le pendant de cette source de fierté, est-ce que par hasard tu pourrais aussi partager une difficulté, une erreur, un échec, quelque chose qui a été dur à surmonter, mais Mon premier article ça a été compliqué parce que c'est un exercice très particulier, tu es bien placé pour savoir. Et autant aujourd'hui, il y a de plus en plus de masters à la fac ou d'écoles d'ingénieurs qui proposent à leurs étudiants, suite à un stage par exemple, d'écrire un semblant de premier article, donc ils se sont déjà confrontés à ça. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Et j'avoue que le premier a été dur, alors à écrire, certes, d'avoir les retours de mes co-auteurs et donc de devoir toujours améliorer les choses. C'est pertinent, c'est passionnant, mais c'est difficile parce que c'est toujours de la remise en question incessante. C'est peut-être aussi pour ça que j'aimerais pas le monde de la recherche. Et le premier retour des reviewers du journal, où là, c'est violent. Vraiment, c'est violent. Tu m'as vu ce jour-là, tu as vu à quel point j'étais... Voilà, c'est dur. C'est important, la relecture par les pairs. C'est même primordial, je pense, dans le monde de la science. C'est important à la fois pour la qualité du papier qui va sortir, mais aussi pour la qualité de ta recherche personnelle. Mais c'est vrai que c'est super dur. Je ne l'ai pas tant vécu comme un échec parce qu'on a réussi à passer au-delà, à réécrire, à resoumettre, etc. Mais c'est dur à encaisser, quoi. Et je me rends compte à quel point c'est pas un milieu qui me correspond parce que c'est toujours de la dévalorisation, entre guillemets. C'est toujours de la réponse par le négatif. Il n'y a jamais de valorisation des aspects positifs. Et ça, je trouve ça assez difficile. Donc, tu as fait une thèse où tu as parcouru tout le Languedoc, tu as rencontré plein de gens que tu ne connaissais pas, des gens qui te disaient au début que ça ne servait à rien ce que tu faisais et tout ça. Et le plus dur de ta thèse, ça a été la rédaction d'un article. Ouais. D'accord. C'est pour ça que je te dis que je ne serais pas bonne dans la recherche, en fait. C'est très bien. Enfin, est-ce que tu pourrais nous conseiller un film ? Alors, soit un film qui parle de vin ou pas du tout, un film que tu as envie de partager. Alors, un film qui parle de vin, pas du tout, parce que là, j'en ai pas. Par contre, un film qui parle d'un truc qui est quasiment aussi compliqué à déguster que le vin, c'est un film qui est assez ancien, avec, si je ne me trompe pas, Juliette Binoche, c'est sûr, et je crois Johnny Depp, mais je suis beaucoup moins sûre pour ça, qui s'appelle Chocolat, et qui parle de Juliette Binoche qui se réinstalle dans un petit village français et qui ouvre une chocolaterie. D'accord. C'est un vieux film, mais j'aime beaucoup ce vieux film. Merci. Et alors, pour terminer, si on veut te contacter pour te proposer un job, pour faire des appellations ou pour discuter avec toi de méthodologie statistique, c'est quoi la meilleure façon ? La meilleure façon, je pense que c'est LinkedIn, donc où je suis sous Colline Le Riche, doctorante INRAE, typicité sensorielle des vins rouges du Languedoc. Donc globalement, je pense que je suis un peu toute seule. Je pense que c'est le plus simple. Je suis relativement connectée et je réponds aux messages. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour les réponses à mes questions.